Druide informatique, créateur d'Antidote, soutient cette émission qui met en valeur les ressources utiles à l'utilisation éclairée des mots. Apprendre une nouvelle langue, ça pose toujours des défis, mais c'est aussi souvent relié à des émotions. Et apprendre une troisième ou une quatrième langue, c'est sans doute la même chose. Aujourd'hui, j'en discute de façon très émotive et humaniste avec deux de mes invités. Et il y a quelqu'un qui vient nous présenter des outils aussi pour apprendre ces langues-là. Mais tout d'abord, je vous présente Geneviève Grégoire-Harel. Bonjour Geneviève. Quoi, Mélanie, en espagnol? Oui, donc là, tu me parles dans une des langues que tu maîtrises, qui est laquelle? L'Inuemen. L'Inuemen. D'accord. Donc, toi, tu as appris plusieurs langues, entre autres cette langue-là. Quelle langue tu maîtrises ou en tout cas, tu as déjà appris? Bon, évidemment, le français, c'est ma langue maternelle. J'ai aussi appris l'anglais un peu comme tout le monde à l'école et aussi avec les amis un peu plus tard. L'espagnol aussi quand j'avais 8 ans. Et quand tu avais 8 ans, dans quel contexte? Ah, parce que ma mère a décidé que les langues, c'était important dans ma vie. Alors, elle m'a inscrit à des cours de langue quand j'avais 8 ans à l'école parce qu'on avait une professeure. Et l'Inu, ça, c'est venu quand j'avais 15 ans. En fait, c'est un peu spécial, mais j'ai rencontré mon meilleur ami sur Internet. Au début, quand on se parlait, bon, c'était toujours en français, jusqu'à ce que j'entende qu'il parle à ses amis en Innu. Donc là, moi, je me suis intéressée à la langue qu'il parlait parce que j'avais une base d'anglais, j'avais une base d'espagnol et je savais que c'était aucune de ces langues-là. Et je me suis dit, OK, c'est quoi ta langue? Donc là, il m'a dit, c'est de l'Innu. Alors, je me suis intéressée à apprendre sa langue parce que je ne connaissais pas ça et que j'étais curieuse. Par curiosité pour commencer, puis pour communiquer avec lui peut-être des fois dans sa propre langue, c'est ça? Oui et non, parce que ce que j'apprenais, c'était vraiment au compte-gouttes. Je veux dire, Oui, tu as apporté un cahier. C'est quoi ce cahier-là? En fait, j'ai apporté ce petit cahier-là parce que c'est le cahier dans lequel j'ai écrit tous les mots quand j'ai commencé, si tu vois, là. Donc, tu as appris mot par mot. C'est ça. Est-ce que c'est plus difficile que d'apprendre l'espagnol ou que d'apprendre l'anglais? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a deux, trois petites choses avec l'Innu. C'est-à-dire que quand je commence à apprendre sa langue, lui, bon, mon meilleur ami me donnait des petits mots que je notais ici et là. Et au début, moi, je le notais avec la prononciation. Parce que la prononciation, elle est différente. À force de répéter, j'assimilais le mot. Et comme j'avais une base fraîche, si tu veux, c'était facile. Je ne pouvais pas me mélanger entre deux mots qui se ressemblent, mais finalement, ça ne veut pas dire la même chose. Mais peux-tu nous donner des exemples donc, de phrases clés qui peuvent nous servir pour parler à un ami? Mais ce que je t'ai dit, quoi, ton espanin, ça veut dire bonjour. Quoi, bonjour. Comment vas-tu? Ton espanin. De la manière Pesamiolo, parce qu'il y a quand même des différentes prononciations, tout dépendant où on va. Je veux dire, c'est la même chose dans n'importe quel pays. L'espagnol, l'Espagne n'est pas le même que l'espagnol de Colombie, on le sait. Et qu'est-ce qui t'a aidé le plus à apprendre cette langue-là? La répétition. OK. Est-ce que le fait d'avoir un ami aussi avec qui l'a pratiqué, ça a été un des outils? Oui, en fait, c'est un des défis que j'avais. C'est-à-dire que quand on prend... si je compare l'Innu à l'anglais. L'anglais, on a des cours d'anglais dès qu'on est petit. On a un environnement anglophone. Je veux dire, tu prends un sac de bonbons et tu vas avoir justement probablement le nom ou des alors que l'Innu, on ne l'a pas partout là, dans la vie de tous les jours. C'est ça. C'est à la télévision aussi. Tu as beaucoup de musique qui passe à la radio. Tu as des personnes avec qui tu peux discuter. Lui, cet ami-là, c'était ma seule ressource jusqu'à ce que j'en trouve d'autres. Par Internet ou même de la musique. Florent Volant, Cashtin. Les plus vieux connaissent Cashtin, qui est de l'Innu. Mais c'est des ressources qui sont très, très moindres. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais justement, tu m'amènes sur le plan des ressources. On va rencontrer Chanel et Éric Brunel. Chanel, qui est une jeune étudiante à la maîtrise, qui s'intéresse à l'enseignement des langues, et Éric Brunel, qui a créé un outil qui peut aider à l'apprentissage des langues. Et je te réinviterai après pour rencontrer Chanel et continuer à discuter avec nous. Ça marche? C'est bon. Je te remercie beaucoup.
Je suis maintenant en compagnie d'Éric Brunel, de Druide Informatique, et de Chanel Bégin, étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec en Outaouais. Et on parlait d'outils, justement. Vous avez différents outils à nous proposer pour apprendre une langue seconde, l'informatique avec Antidote, entre autres, et d'autres types d'outils. Donc, Chanel, je commencerai par toi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes réflexions et tes points d'intérêt en enseignement de langue seconde? Donc, je me suis toujours intéressée aux langues d'avance. Mon grand-père parlait plusieurs langues et c'est une passion qui m'a été transmise de façon par génération, si on veut. Et dans le fond, c'est à la suite de mon bac en traduction, je me suis rendu compte que je m'intéressais beaucoup aux langues secondes, autant aux langues secondes qu'à ma langue à moi aussi. Donc, c'est un mélange des deux. Donc, m'immerger dans une culture. J'ai beaucoup d'amis de différentes cultures également. Donc, c'est pas juste la langue, mais c'est tout ce qui vient avec. La culture, aussi, tout ce qui vient avec. Oui, vivre ces cultures-là de ces amis de d'autres cultures, c'était fantastique. Et je me suis toujours intéressée à leur langue aussi. J'ai un peu jalousé. J'aimerais ça parler leur langue également. Mais j'ai aussi une grande passion pour ma culture et ma langue. Donc, c'est un amalgame des deux. Et à la maîtrise, dans le fond, je m'intéresse à l'apprentissage et l'enseignement des langues secondes, surtout au niveau de l'oral. Parce que c'est quoi le but d'une langue? Dans le fond, c'est la communication, d'être en mesure de communiquer avec quelqu'un. Oui, l'écrit est important, c'est sûr, mais on va apprendre à maîtriser l'oral, donc à parler, et ce qui est fait le plus fréquemment dans la vie de tous les jours aussi, on parle, oui, on écrit, mais on parle également. Ne serait-ce que pour aller commander au restaurant dans un commander endroit. Au restaurant ou même demander des directions ou tout simplement avec un ami, quelqu'un. Donc, c'est essentiel. Et je m'intéresse aussi à la phonétique, donc à la prononciation. OK, donc c'est vraiment les accents. Et donc, on a d'autres outils que l'oralité, on va en parler un peu plus tard. On a aussi les outils qui nous aident à écrire une langue, la nôtre et une autre langue. Donc, est-ce que Antidote peut devenir un outil qui va aider les apprenants d'une langue seconde à mieux la maîtriser? On espère bien. C'est un peu pour ça qu'on a sorti la version anglaise récemment d'Antidote. Alors, la version française qu'on connaît bien. Il y a maintenant, en parallèle, la version anglaise. Comment on l'utilise quand on apprend? Tous les outils qu'on avait pour le français, c'est-à-dire les guides linguistiques qui vont vous dire, par exemple, la syntaxe de l'anglais, les temps, comment on fait les temps, la typographie qui n'est pas la même en français qu'en anglais. Toutes les nuances sont là-dedans. On peut consulter ça avec un outil de recherche. Les dictionnaires, alors les définitions, en particulier, par exemple, dans les définitions, une chose qu'on a faite, qu'il n'y a pas en français, ce sont ce qu'on appelle les phrasal verbs, les verbes comme stand up, stand down, stand with, stand by, qui changent complètement le sens du verbe à la base, qui n'existe pas en français. Donc, tout ça, c'est bien répertorié pour que... Donc, dans le fond, ça devient une grammaire, ça devient un dictionnaire de synonymes. Exact. Dictionnaire de combinaison aussi. Les fameuses combinations. Alors, si vous écrivez un rapport et vous voulez dire que le rapport propose quelque chose, comme on dit en anglais, bien, ça peut être the report reveals, the report highlights, the report discusses. Il y a plusieurs verbes qui vont s'appliquer. Et en utilisant l'outil, on peut. Mais là, si on est rendu à écrire un rapport, on est pas mal bon dans la deuxième langue. On espère. Qu'est-ce qui se passe avant ça, Chanel? C'est quoi les principaux défis à l'apprentissage d'une langue, selon toi? Il y en a plusieurs. Comme je dis, moi, je m'intéresse vraiment... non seulement, oui, à l'aspect linguistique, mais ça va en dehors de ça aussi. Je m'intéresse aussi il y a des difficultés d'ordre culturel aussi, que ce soit de comprendre des expressions qui ne sont pas relatées dans l'autre culture, par exemple. Parce qu'on ne les vit pas de la même façon. On ne vit pas les choses de la même façon, on ne vit pas les réalités de la même façon non plus. Puis, donc, moi, c'est ça, je m'intéresse aussi à ça dans une perspective qui est davantage communicative. Donc, c'est d'apporter des situations de communication réelles dans le fond, à l'extérieur. Comme nous, dans le fond, si on faisait une entrevue dans une langue seconde, exactement, de simuler ce genre de situation-là, pourquoi ça serait plus porteur, selon toi? Tu parles d'entrevue, d'ailleurs. Il y a des méthodologies qui sont axées sur des scénarios qui appellent, donc, admettons, en langue seconde, je te ferais passer une entrevue comme si tu passais une entrevue pour un emploi. Donc, pour faire pratiquer les gens, justement. Et ça sera utile de toute façon, oui, là, parce que, oui, ça peut être du niveau émotionnel, parce qu'il y a des études qui disent que la perspective communicative et actionnelle qui vise vraiment à considérer l'apprenant comme un apprenant, mais aussi comme un usager de la langue autonome et comme un acteur social aussi, justement à cause de tous les aspects extra-linguistiques, pas seulement linguistiques. Et donc, c'est ça. Mais oui, autant que ça peut être stressant pour les gens de se trouver dans des situations de communication réelle. Parce qu'on a peur de faire des erreurs, là. Oui, sauf que c'est on est vraiment effrayé. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est ce qui revient dans la réalité. Donc, en même temps, on prépare la personne à faire face à ces situations-là. Donc, pas les éviter, mais d'apprendre à les gérer. D'apprendre à gérer son stress aussi, parce que les gens sont souvent gênés. C'est quoi l'argument qu'on entend le plus souvent des gens, par exemple, qui vont parler français
mais qui préfèrent parler anglais. Pourtant, ils parlent français. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas français avec moi? Ah, ben, je suis trop gênée, mon accent n'est pas bon, je fais des erreurs, mais pourtant, c'est comme ça qu'on apprend. Puis, dans la vie, il va falloir que tu fasses face à des situations réelles, justement, de communication. Puis, c'est dans cette perspective-là, moi, que je m'intéresse. Donc, c'est vraiment une approche globale, je dirais un peu, finalement, de gérer autant la capacité sociale que la capacité de Oui, parce que ça transmettre travaille les aptitudes de communication. Oui, autant les aptitudes de communication d'une langue seconde que dans ta langue première. Donc, ça va aider justement à la gestion du stress aussi et tout ça. Donc, oui. Puis pour gérer notre stress, est-ce qu'on peut aller chercher, si on est un apprenant débutant, des outils dans un logiciel comme celui d'Antidote en l'adaptant à notre capacité? Est-ce que c'est possible, ça? Tout à fait. Dans les réglages d'Antidote, par exemple, il y a la possibilité de dire notre niveau d'habilité, aussi bien en français qu'en anglais. Et à ce moment-là, le logiciel va aller, plus vous vous dites que vous êtes débutant, plus il va essayer fort de vous aider. Alors, il va corriger des choses, par exemple, comme « I have 14 years que les francophones débutants pourraient être appelés à dire, ou I decided to not spend money today, au lieu de not to spend money. Donc, le logiciel va corriger ces choses-là. Et plus vous dites que vous êtes débutant, plus il va aller fort dans les suggestions qu'il va faire. Donc, il faut l'apprendre à l'utiliser pour s'aider, dans le fond. Oui, mais ce n'est pas très difficile à régler. Hein. C'est un glissoire qu'on met au bon niveau et c'est demandé dès l'installation du logiciel. Donc, on le fait une fois, on l'oublie. Et sauf si on devient... avec les cours de Chanel, effectivement, on va monter le glissoire avec le temps. C'est ce qu'on espère. Parce qu'on devient expert, on a d'autres défis qu'on va probablement avoir à résoudre, qu'on n'avait pas à résoudre quand on commence l'apprentissage d'une langue. Les défis évoluent, j'imagine, avec nous aussi, là. Tout à fait. Avec le niveau de la personne aussi. Oui, puis les contextes de vie aussi. Oui. Donc, j'imagine que si on devient rédacteur professionnel dans une deuxième langue, là, tout d'un coup, on utilise les outils de différentes façons aussi. Absolument. Mais pour l'apprentissage de l'écrit, pour même un débutant, je pense qu'Antidote peut être très, très utile, justement. Dans les différents aspects. Donc, c'est quoi les meilleurs moyens d'apprendre une langue? On a un outil informatique, on a la conversation. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent désamorcer un petit peu la pression que les gens se donnent? Selon ton expérience, je sais que tu commences les démarches à la maîtrise, donc c'est tout récent quand même, mais est-ce que tu penses qu'il y a des déclencheurs qui peuvent aider là, à embarquer dans le train? Comme tu veux dire des trucs, des techniques, des choses que tu trouves des méthodes? Oui, des méthodes. Bien, c'est drôle, mais la chanson, par exemple. La chanson? La chanson, c'est une méthode qui peut être très, très intéressante. Justement, ça vient chercher le côté culturel et émotif dont on parlait, parce que si on prend... exemple très connu, Disney, il est traduit dans tellement plein de langues. Je veux dire, une chanson va être la même, le même rythme et tout ça. Donc, la personne va dire « Oh mon Dieu, une langue, c'est en français, mais c'est aussi dans ma langue. » Donc, il va avoir un petit... Ça va venir les chercher du côté culturel également. À ce moment-là, ça peut être le conte aussi. Donc, raconter une histoire, ça permet d'être en mesure de pratiquer, dans le fond, le fait de raconter quelque chose. Et aussi, ça peut être des performances théâtrales. Le slam, je sais que toi, tu es une slameuse, c'est de plus en plus utilisé dans les programmes d'enseignement de langue seconde, justement, parce que ça vient travailler les aptitudes de communication et c'est aussi... La création, oui, c'est aussi évaluer... le plaisir. Oui, c'est ça, c'est aussi... On l'évalue peut-être pas, là. Non, mais il y a aussi les notions typiques qui sont évaluées dans le cadre d'un programme. Exactement. Mais c'est ça, ça vient travailler aussi le stress, puis c'est un travail d'équipe également, donc ça vient travailler les aptitudes sociales, c'est un tout, c'est super. Donc, dans le fond, on a parlé beaucoup d'émotions, de stress. Il y a différentes formes d'apprentissage. Il y a des outils qui nous aident peut-être à réduire notre niveau de stress. Est-ce que des fois, on les utilise mal, ces outils-là? Ça peut arriver, mais un aspect important, c'est que quand on utilise un outil informatique, on n'a pas de stress. Il ne nous juge pas. Ah oui! Il ne va pas nous dire qu'on ne se sent pas mal parce qu'on a fait une erreur. Au contraire, il nous aide. Donc, ça nous tient la main de façon très conviviale. Alors, ça, c'est une chose que les gens aiment beaucoup. Contrairement à un professeur, dans le fond, l'outil que vous proposez va suivre le rythme. Exact. Et on n'est jamais gêné face à lui si on a mal fait. C'est pas grave. Moi, je suis gênée quand je fais une faute que le logiciel me dit que j'aurais pas dû faire. Ça reste très affectif, la langue. Hein? Oui. Il y a vraiment un engagement. Est-ce que les gens qui conçoivent le logiciel tiennent compte de ça aussi? Est-ce qu'il y a des Est-ce que ça existe, les psycholinguistes? Est-ce qu'il y a vraiment des gens dans différents domaines qui vont tenir compte de notre rapport à la langue dans le développement? Bien oui, on a plein de choses dont on doit tenir compte, en particulier, qu'est-ce que c'est des mots familiers, les niveaux de langue, c'est des choses qui sont très culturelles. C'est très difficile, justement, à maîtriser dans une autre langue. Et en plus, dans notre cas, on est à travers le monde. Alors, on doit avoir des linguistes de chaque culture, de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada,
pour s'assurer qu'on est conforme aux cultures de chaque endroit. Et c'est pas pareil. Donc, les niveaux, justement, de langue, la familiarité, est-ce que c'est aussi un des défis que les gens vont rencontrer dans l'apprentissage oral? Bien sûr, c'est sûr. Juste les régionalistes, par exemple, le français de la France et le français du Québec, c'est pas la même chose, même de l'Afrique. Donc, à ce moment-là, oui, c'est de s'adapter et de... Tout à fait. Il faut... Et qu'est-ce qu'on souhaiterait à l'apprentissage des langues secondes pour que ce soit plus accessible? Pour ceux qui ont peur, là, qu'est-ce qu'on souhaiterait qu'ils se passent? Bien, justement, tu parles d'accessibilité. Je pense pas que c'est très, très accessible ou Pourquoi? facilement accessible. Il y a des coûts qui sont souvent... Je pense aux immigrants également qui arrivent ici, puis c'est plus difficile d'avoir accès aux cours de français. Des fois, il peut y avoir des frais qui sont associés. C'est plus difficile aussi. Il manque de soutien parce que c'est une langue qui n'est pas facile à apprendre, contrairement à l'anglais, par exemple. Donc, il manque de soutien à ce moment-là. Et justement, tu parles de peur, les gens ça peut faire peur, le français, hein? Pourtant, c'est une si belle langue. C'est ça. Donc, on a un amour, puis il faut savoir accompagner les apprenants là-dedans par des outils qui ne les jugent pas, mais aussi par un accompagnement humain, parce que c'est associé aux émotions. C'est très important de tenir compte, justement, de la culture des gens, aussi d'où ce qu'ils viennent et du contexte social, aussi politique, historique, culturel. Moi, c'est à ça que je m'intéresse. Et aussi, justement, de faire en sorte que les programmes soient axés sur les attitudes de communication pour justement leur permettre de communiquer, ce qui est le premier but d'apprendre une langue. Eh bien, c'est tous ces aspects-là que Geneviève nous présentait aussi en ouverture d'émission. Et si tu veux bien rester avec nous, on va revoir Geneviève. Avec plaisir. Merci énormément d'avoir été avec nous. Continuez à faire évoluer notre langue en la maintenant avec des outils comme Antidote. Merci. Ça me fait plaisir. Geneviève s'est jointe à nous à nouveau. Et Geneviève, on a parlé de l'aspect social et émotif. As-tu vécu des éléments, des frustrations émotives dans l'apprentissage de l'INU? Oui, quand j'ai appris l'INU, j'ai eu plusieurs frustrations, dont celle d'avoir le refus de la part de mon ami de m'apprendre sa langue. Celui-là même qui t'a inspiré l'apprentissage de cette langue? Le même, toujours. En fait, il ne voulait pas me l'apprendre parce qu'il avait honte de sa langue. Au même titre que les Québécois, avant, avaient honte de leur langue. Je veux dire, speak white. Ça nous dit bien à quel point on nous disait de parler une langue qui n'était pas la nôtre et que nous, on avait honte de notre langue. Même chose pour lui. Il me disait, ça ne sert à rien, ça ne te donne rien de l'apprendre, donc ne l'apprends pas. Et aussi parce que j'étais blanche, parce que j'ai pas de racines. Des fois, parce que j'étais blanche, il voyait peut-être ça comme une menace à la limite. Une appropriation. Une possession oui, c'est ça. envers sa langue. Je veux dire, quand ils sont dans l'aréna, par exemple, ils se parlent tous en Innu parce qu'ils savent que les autres des autres villes, ils comprennent pas, fait qu'ils s'encouragent là-dedans. On fait la même chose, je veux dire, je ferais la même chose en français aussi. En québécois par rapport à des gens qui ne comprennent pas. Oui. Et ça a évolué depuis ce temps-là? Est-ce que maintenant, tu peux parler un peu Innu avec ton ami? Ah oui, tous les jours, en fait. J'y parle le plus que possible. Moi, c'est un Innu domestique. Donc, je pourrais pas aller dans le bois, par exemple, et parler Innu. Je connais pas tous les éléments de la forêt, par exemple. Innu domestique, je comprends pas ce concept-là. Peux-tu me l'expliquer? Innu domestique, c'est-à-dire que c'est n'importe quelle langue, mais dans la maison. Donc, je suis capable de parler, par exemple... Fonctionnel. C'est ça, je suis capable de dire où est le chat. C'est du vocabulaire domestique. De maison, c'est exactement. D'accord. Et parce qu'aujourd'hui, on a fait un travail justement là-dessus sur la honte de sa langue et il commence à voir ça d'un autre œil, de réapproprier sa langue. Et il me parle et ça l'aide justement à garder sa langue vivante. Est-ce que tu propages ça maintenant autour de toi? Est-ce que tu as envie de donner le goût aux gens d'apprendre ça? Oui, en fait, j'ai commencé à donner des ateliers dans le cadre de l'Amicale autochtone de l'UQO. Je sais que et là, je rappelle que tu n'as pas de racines autochtones, mais tu as juste une passion de cette langue-là et cette culture-là. En fait, j'ai peut-être une racine autochtone comme n'importe quel Québécois qui est un peu pourri en quelque part dans l'arbre généalogique, mais de dire... C'est pas pourri. Non, c'est pas pourri, mais ce que je veux dire, c'est que je la connais pas. Oui. Je les connais pas et ma passion pour cette langue-là est commencée bien avant. J'ai pas de racines Innu, en fait, du moins pas de ce que je sais. Mais moi, j'en ai des racines autochtones. Est-ce que tu parles la langue autochtone du peuple? Malheureusement, non. Puis comme, je sais pas si on
n'en a pas parlé, mais ce sont des langues également qui n'ont pas nécessairement évolué avec l'ère industrielle, comme tu parlais tantôt. La complexité, dans le fond, des modes de vie. C'est ça, c'est que la terminologie, c'est ce qui a été créé, dans le fond, les langues n'ont pas suivi. Donc, c'est des langues qui ne sont pas à jour, si on peut dire. Donc, c'est comme une des raisons peut-être pour laquelle aussi, justement, il dit « ça ne sert à rien, cette langue-là, ton ami ». Pourtant, c'est quand même une culture, puis c'est une notion historique très importante. C'est pour transmettre, dans le fond, cette notion-là. Exactement, mais... Est-ce que c'est un peu ça qui te guide à vouloir faire des ateliers dans ça? D'une certaine manière, mais c'est aussi de propager. C'est parce que quand tu apprends une autre langue, comme l'Innu, par exemple, il faut que tu te mettes en tête que c'est une culture très, très différente à la tienne. Comme Chanel disait. Oui, ça différente. Hein, oui, en fait, je vais donner un exemple concret. Quand je dis « où est-il », je vais parler, je vais dire « où est-il » de manière différente de si je parle d'un objet animé, donc Chanel, toi, un chat, un chien, peu importe, et d'un objet inanimé, comme une table ou un verre d'eau. Puis, où est-il? Je le dis... Peux-tu me dire les deux façons, puis pourquoi c'est différent? Pour un objet animé, Chanel, tande tat, Chanel, où est Chanel? Le livre, tande toquat, le livre, tande toquat, mehinin, où est mon livre? Tande tat, tande toquat. C'est probablement pour faire justement la distinction entre la spiritualité animée et celle non animée. Justement, on sait que la culture autochtone accorde justement une grande importance. Donc, il y a un lien vraiment fondamental de la culture qui est dans le choix des mots. C'est exactement, c'est que tu as ce besoin-là de différencier. Par contre, en Innu, il n'y a pas de genre. C'est intéressant. Hein? C'est ça. Si je veux dire mon chat, si c'est un chat ou femelle, je vais dire roux à la fin. Ou nabeo pour dire mâle. Nabeo minouche, minouche roux. Donc, chat mâle, chat femelle. OK. Est-ce que tu penses que cette distinction-là, cette non-distinction-là, quelque part, dans le fond, c'est l'article féminin-masculin qui n'existe pas ici, c'est ça? D'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce besoin-là initialement de catégoriser. Mais l'article n'existe pas, mais le genre existe. Oui, le genre existe. Mais la perception différente du genre, est-ce que tu penses que ça influence l'égalité des sexes, par exemple? Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup aussi. La représentation des différents individus, est-ce que ça influence la perception de ça aussi? Ça, c'est certain. De là à dire que les genres sont égalitaires aujourd'hui, là, ça a été tellement brisé. Je veux dire, on a entendu beaucoup parler. Quelqu'un qui s'intéresse moindrement au sujet est au courant. Mais oui, il y a cette égalité-là parce que, justement, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. On veut juste savoir si c'est vivant ou pas. Donc, ça peut témoigner des traces, en tout cas historiques, si ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, au moins les traces historiques, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Une chose que j'aimerais revenir, tu disais comme quoi que les langues ne sont pas à jour. C'est peut-être vrai pour certaines langues, mais il y a des langues qui sont de plus en plus à jour. Si tu penses je sais que dans la région de Québec, il y a des programmes pour les plus jeunes ou pour réapprendre la langue, réapproprier la langue, c'est intéressant. Mais je pense à Innu aussi, où il y a toutes sortes de mots qui ont été inventés ou du moins créés pour parler des... Récemment, comme des néologismes. Des linguistes qui travaillent... Oui et non. Il y a des linguistes qui ont fait toutes sortes d'outils. Donc, je pense à Lynn Drapeau, qui est à l'UQAM, ou l'UQAM, je m'excuse si je me souviens pas. Je pense qu'on dit l'UQAM, mais bon. Oui. Lynn Drapeau, qui, elle, a qui a créé un dictionnaire et une grammaire Innu avec des Innu. Mais, récemment? Récemment, quand même, mais je veux dire, c'est des travaux de longue haleine, hein? Ça fait au moins 10 ans. C'est ça, mais je pense au mot « école ». École, ça n'existe pas en Innu. Je ne le dirais pas, je le dirais pas parce que c'est difficile, mais on va utiliser la maison où on apprend. Et pour une université, c'est la très grande maison où on apprend. Donc, c'est encore une fois, le mot n'existait pas, mais on prend des concepts qui existent pour exprimer une nouvelle réalité. Mais donc, la langue évolue. C'est ça, c'est que ça dépend je pense, mais il y a aussi la notion d'accessibilité qui revient. Moi, justement, je m'intéressais, comme toi, à mes origines algonquiennes. Oui. J'ai fait toi, à tes origines et elle, à cette langue-là, qui l'a interpellée. Je me suis intéressée justement, je m'intéressais à mes origines et j'ai fait des recherches pour savoir s'il y avait des cours d'algonquin qui se donnaient. J'ai
j'ai rien trouvé. C'est tellement difficile. Il faut aller voir les poètes, ça a l'air. Oui, c'est ça. Joséphine Bacon, oui. Joséphine Bacon enseigne l'Innu, dans le fond. C'est ça qu'elle enseigne, hein? Oui, c'est ça? mais à Montréal seulement. Oui. Il n'y a pas de cours d'Innu. Je veux dire, c'est normal qu'il n'y ait pas de cours d'Innu parce que l'Inuiman, c'est surtout parler sur la Côte-Nord. Mais d'avoir, ne serait-ce que de l'algonquin ou même du cri. Mais l'algonquin, c'est présent partout, là, en Outaouais. Là. Dans le fond, il faudrait vraiment trouver des gens qui portent encore cette langue-là, puis créer des petits groupes spontanés, peut-être, humains, sociaux, culturels, pour en venir à discuter ensemble pour apprendre finalement cette Les langue-là. réseaux sociaux peuvent être utiles pour ça. C'est vrai, les réseaux sociaux peuvent mettre en contact avec des gens. Bien, Voilà. c'est ce qui s'est passé. Tu as rencontré ton ami qui, finalement, a conduit indirectement ou directement à l'apprentissage de cette C'est langue. l'internationalisation des médias, mon Dieu. Je me suis enfargée la langue. Donc, qui aide à ça aussi, évidemment, parce que c'est facile de prendre contact avec des gens de différentes cultures, de différentes langues. Et M. Brunel, tantôt, qui me parlait de Speaky, je crois, qui est un espèce de réseau social comme Facebook qui était conçu en Europe, qui permet aux Européens, admettons, je veux apprendre telle langue, bien, ça te met en contact avec une personne qui veut apprendre ta langue. Pour la pratiquer tout de suite. Communication entre les deux personnes, c'est fantastique. Donc, il y a un impact de l'apprentissage des langues. Est-ce que c'est l'ouverture sur le monde un peu? Tout à fait aussi, mais de plus en plus d'organismes, des institutions qui exigent que les employés parlent plusieurs langues. Ça peut être, on peut penser à l'ONU et même aux interprètes, et ça change notre ambassadeurs. façon de penser puis de percevoir le monde. Juste maintenant, les mots qu'on a appris tout à l'heure, ça nous a fait changer de façon de percevoir une culture, au moins ici maintenant. Et les filles, je vous remercie énormément, c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Apprendre une langue, c'est vraiment une affaire d'émotion et de culture. Mais on peut se servir, en plus des gens qui peuvent nous l'enseigner, de divers outils pour le faire et ça va aider à la faire vivre encore plus longtemps. Merci à nos invités d'avoir été avec nous.